Chaque mercredi, un film sur 4 est une adaptation. Souvent du papier à l'écran, le cinéma n'est pas le seul à utiliser l'adaptation. Le public en bouffe et les fans sont aux aguets. La définition même de l'adaptation est d'utiliser un média originel pour l'adapter vers un autre support, qu'il s'agisse d'une adaptation fidèle ou libre. C'est dans cette deuxième émission de Talking Stage que nous allons aborder la question de l'adaptation, et plus précisément quelles sont ses limites. Et c'est aujourd'hui que j'accueille 3 nouveaux invités que je vais vous présenter. Nous avons ici Decad, du Cinéma des Potes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Manon, qui est chef monteuse. Bonsoir. Et Robin, qui est graphiste. Salut. Je vais commencer avec cette première question que j'ai abordée tout à l'heure. Quelles sont les limites d'une adaptation ? Donc je rappelle les règles, on ne se coupe pas la parole, on reste calme et tout va bien se passer. Qui veut commencer ? Allons-y, Allez. Honneur aux dames. Les femmes d'abord. Ouais, c'est ça. Pour moi, les limites de l'adaptation, c'est... je vais aborder un truc un peu bateau, mais c'est la subjectivité de la personne qui adapte. Comme tu l'as cité pour Valérian, par exemple, la subjectivité, elle peut renfermer ou au contraire trop ouvrir. Parce que pour Valérian, moi, ce qui m'a semblé... ce que j'ai retenu du film, c'est que Luc Besson avait très envie d'adapter ce film et qu'il s'est perdu dans plein de détails, peut-être pour plaire un peu à chacun. Et que, du coup, c'est dommage parce que pour moi, c'est la subjectivité et le regard d'une personne en particulier qui va donc limiter l'adaptation, qui va permettre à une communauté de femmes peut-être de plus se retrouver dans le film ou dans peu importe l'adaptation en fait. Et forcément, ça va créer des clivages entre les plusieurs communautés de fans qui vont pas forcément être d'accord. Mais pour moi, voilà. Donc ça vient, c'est la subjectivité qui crée les limites d'une adaptation. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, tant que la nature même de l'œuvre, même que ce soit une adaptation ou pas, du coup, qu'elle ait du sens et puis après, donc du coup, dans le cas d'une adaptation qui respecte le message peut-être de base, quoi. Du coup, pas uniquement en surface ou en substance, mais vraiment le cœur, vraiment du récit ou encore une fois du matériau de base. Tant que c'est respecté. On va dire que la limite est là, quoi, du coup. De l'essentiel et de l'essence vraiment du matériel de base, en fait. Exactement, ouais, du coup. Après, on pourrait, je sais pas si on peut commencer à se lancer dans des exemples, du coup, mais moi, j'en ai un qui est pas toujours entendu par tout le monde, quoi, du coup, mais l'adaptation, il y en a eu plusieurs, mais je pense surtout à la dernière avec Will Smith de « Je suis une légende ». L'essentiel reste quand même dans le cœur de la lecture, quoi. Du coup, la fin reste très originale, c'est quelque chose de très émouvant. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le film de 2007, je crois, ou 2008, avec Will Smith, mais qui reste quand même, du coup, un film, même s'il ne reprend pas exactement les mêmes propos, la même narration, les mêmes personnages que dans le roman original. Je pense qu'il a quand même le droit d'exister, quoi, du coup, parce qu'il transmet quelque chose d'autre, quoi, en se servant justement des codes qui a été du coup mis en place dans le roman original. Et je me suis perdu. Mais est-ce que du coup ça t'a pas gêné est-ce que c'est gênant d'avoir changé cette fin, par exemple par rapport à l'œuvre de base? Les fins sont complètement différentes, du coup. En fait, c'est le matériau de base, encore une fois, est le même. C'est comme si tu partais du même point de départ, mais ensuite, du coup, ce qu'on te raconte est totalement différent. Voilà, donc les comparer sur le seul fait que c'est une adaptation de livre, ça sera pas assez juste, du coup. Voilà, c'est le mec qui l'a adapté, du coup, désolé pour lui, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais il en a fait une adaptation libre, quoi. Du coup, il en a fait. D'ailleurs, il s'est accordé à des thèmes contemporains. Parce que dans le bouquin, du coup, il y a des choses qui s'accordent du coup à l'époque. Et ça, ce sera une autre question peut-être du coup justement du fait de s'adapter aussi à des contextes plus récents. Quoi. Comme la série Sherlock, par exemple, j'y pensais actuellement. Tout à fait, carrément, ouais, du coup. Qui s'adapte à notre époque, du coup. Et qui s'adapte très bien. Oui. Voilà. Bon, du coup, voilà, ce genre de problématique, du coup, ouais, effectivement. Du coup, ouais. Je vais rebondir vite fait sur une petite phrase de notre cher André Bazin, n'est-ce pas ? Qui disait que le cinéma est du coup un art à part entière et qu'il fallait s'inspirer plutôt que retranscrire, voire traduire, pour donner justement une œuvre totalement différente de celle de départ. Enfin, pas totalement, mais différente de celle de départ, parce que traduire mot pour mot n'aurait aucun sens ni aucun intérêt. C'est le piège en général, on a tendance à penser qu'un bon livre va donner un bon film, fatalement, alors que ce qui fait d'une œuvre littéraire son charme et sa puissance ne repose pas du tout sur les mêmes choses que ce qui va faire un film réussi, parce qu'un film a quelque chose
de cinématographique, c'est-à-dire de sensoriel. Ça va reposer aussi sur les images, sur les sons, sur les sens, sur la durée, sur le fait qu'on on en fait l'expérience en une fois, alors qu'un livre, on le lit en plusieurs fois. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres très différents. Plein de choses qui marchent à l'écrit, évidemment, qu'on ne peut pas élaborer dans les films. Donc voilà, il faut pas tomber dans le piège, quoi, voilà, dans ce sens-là, quoi. Ça va forcément être différent, et tant mieux si c'est dans le bon sens, si c'est dans le sens cinématographique et que ça s'éloigne justement du côté littéraire, quoi. Apporter une dimension nouvelle, en fait, et un renouveau créatif à l'œuvre de base aussi, je pense. Parce que, encore une fois, pour faire dans le bateau, je sais plus si c'était 5 ou 7, mais vous savez, les trames narratives qu'on peut employer, l'homme contre lui-même, l'homme contre la nature, l'homme contre la société, etc. Donc au final, on peut se dire que tout est une adaptation de ces grands mythes, et donc on n'a pas trouvé d'autre chose, et qu'après, c'est comment tu t'en sers pour faire une œuvre. Bon, après, c'est du bateau dans le sens où, quand on a un bouquin qui est vraiment écrit et qu'on en fait un film, on a un matériau beaucoup plus riche de base. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où ce qui est écrit ne peut pas être transcrit en images forcément. Ou après, ça peut être justement hyper intéressant quand c'est réussi. Je pense notamment, moi, ce qui m'avait extrêmement marqué comme adaptation, c'était L'écume des jours de Gondry. Déjà, je voyais que Gondry pour faire ce film-là. Et quand tu lis les premières pages où tu as le héros qui se coupe les cils et que ça fait la confiture d'abricot ou je sais plus quoi, et que tu vois vraiment... moi, je me suis toujours demandé comment il allait adapter ça au cinéma, et que tu vois que c'est fait. C'est là où tu te dis, ah oui, tu peux quand même trouver d'autres moyens pour retranscrire le bouquin. Du coup, ma question est la suivante. Qu'est-ce que, pour vous, il faudrait garder de l'œuvre originelle dans une adaptation ? Parce que si c'est adapté, c'est que forcément, il y a quelque chose de l'œuvre originelle qui y reste. Mais qu'est-ce qu'il faut absolument garder du média de base dans une adaptation ? Je crois que c'est le plus intéressant à définir, c'est toujours qu'est-ce qui fait le squelette d'une œuvre, surtout quand elle est devenue un peu célèbre. Je pense qu'au final, ça tient à très peu de choses. Souvent, c'est une question de concept. C'est un concept accrocheur. Je dis un exemple à la con. Je sais pas, quand tu adaptes La Belle et la Bête, je pense que tu peux faire à peu près tout du moment qu'il y a une bête, et que la belle est prisonnière de la bête et que leur relation évolue. Plutôt vers le positif, on va dire. Mais ça peut être à peu près dans tous les pays, toutes les époques. Ça peut se dérouler de 1000 façons, avec des tons très très différents. Voilà, quoi. On peut finalement, tant qu'on garde ce truc-là, ce concept de base, on peut faire à peu près tout, je pense. C'est un exemple intéressant d'ailleurs, je trouve, justement, La Belle et la Bête, parce que c'est un truc qu'on peut déjà retrouver un peu partout de manière un peu subliminale. Oui. Je veux dire, Twilight. Je sais pas si on peut dire que c'est un peu une adaptation de La Belle et la Bête. Ouais, enfin, mais oui, mais un peu. C'est pour ça que je dis subliminal, tu vois. Du coup, il faut chercher, il faut creuser un peu, comme certains qui voient des signes un peu partout, tu vois. Voilà, bon, je veux dire, pourquoi pas. Mais La Belle et la Bête, du coup, avec toutes les adaptations, rien que de Disney, déjà. Donc, oui, du coup, tous les contes ont été adaptés 1000 fois, et surtout par Disney. Entre autres, et puis, même des réadaptations qui sont très cool. Je prends l'exemple de The Witcher, par exemple. Encore une fois. Ça aussi, qui est un livre qui a été adapté en jeu vidéo, qui le jeu vidéo lui-même adapte aussi des contes, qui reprend des éléments de La Belle et la Bête, de Cendrillon. Il faut trouver ce qui fait le squelette du récit, ce qui permet les choses sur lesquelles tu peux te reposer pour ensuite toi apporter toi-même, ton inspiration, quoi. Tant que tu arrives à faire comprendre ce que tu veux, donc La Belle, la Bête qui rencontre ça, à la fin qui redevient un être humain, tu peux mettre tout ce que tu veux autour de ça, quoi. Alors, du coup, tu parlais de message, mais tu parlais juste avant de... Je veux dire, quand je parle du message, je veux dire vraiment ce que chacun veut transmettre en parlant d'une œuvre. Je veux dire, à ce compte-là, moi, encore une fois, c'est comme ça que je le perçois, mais si un jour j'étais amené à parler d'une œuvre à quelqu'un qui ne la connaît pas, après, je vais peut-être un peu loin, mais c'est ma manière à moi de l'adapter pour la raconter à quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc du coup, c'est ma vision à moi. Du coup, je vais la raconter comment moi je l'ai perçue, comment moi je l'ai ressenti. Parce qu'il y a des passages d'un récit ou n'importe quoi où chacun on le vit différemment. On n'est pas touché de la même manière par certaines choses. Il y en a qui préfèrent les Lannister, il y en a qui préfèrent les Stark. Il y en a qui sont mitigés entre les deux. Bon, voilà, il y en a qui préfèrent le bouquin, il y en a qui préfèrent la série. On y va. On y va là-dessus. Non, mais bon, voilà. Spoiler alert. Non, je crois qu'on est tous au même niveau, donc ça... Parce que du coup, dans Je suis une légende, dans l'exemple que tu as dit tout à l'heure, Je suis une légende, le message change totalement. Du coup, totalement. Et tu étais à dire justement à accepter les deux, alors que justement le message n'est plus le même, donc est-ce que du coup c'est fidèle J'accepte les deux parce que le message qu'on m'a transmis dans le livre,
Désolé du coup, mais sans spoiler, bon, c'est un peu difficile à trop en dire, mais c'est quelque chose de cohérent, quelque chose et de très émouvant. Et le message qui est transmis dans le film, pour moi, après la touche Will Smith, on peut être d'accord ou pas, mais c'est aussi quelque chose aussi de très émouvant et de très cohérent. Donc, quelque chose que moi je me dis, en 2007, on me présente un futur proche où ça c'est possible, j'y crois, d'une certaine manière. J'y crois. Après, le facteur, le truc d'incrédulité, excusez-moi du coup. Suspension d'incrédulité. Voilà, il y a toujours ce genre de choses-là. On n'est pas toujours obligé de mettre de la cohérence dans tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est ça aussi le cinéma ou les adaptations. C'est quand t'es plongé dedans et que t'arrives et que tu te pointes devant tout le monde en disant ça c'est une aventure que j'ai vécue, tu vois. Du coup voilà, c'est pas juste j'ai regardé un mec qui courait dans 3 mètres d'herbe et il est parti jeter un anneau dans une fournaise, quoi. Enfin, voilà, tu vois. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'invite les gens à regarder les bonus du Seigneur des Anneaux, parce qu'ils parlent justement de la façon dont ils ont adapté les livres et quels choix ils ont fait. Et donc, c'est un peu, ils se justifient, quels choix ils ont fait d'adapter le bouquin en film. Et moi, ce que j'ai retrouvé, pour le coup, parce qu'il y a plein de choses qui ont disparu, il y a plein de choses qui ont été édulcorées, ils se défendent principalement sur, on s'est focalisé sur la quête de l'anneau et tout ce qui concernait l'anneau et tout ce qui était à côté, à part pour les histoires d'amour, etc., parce qu'il faut quand même en mettre, on a édulcoré. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est les valeurs en fait du bouquin, alors quelles qu'on les perçoive, mais c'est les valeurs qui ont été transmises et elles y restent, même si le récit n'est pas le même. Ça rejoint ce que tu disais, c'est la fraternité, c'est voilà, le bien et le mal, c'est assez manichéen, mais tout ça se retrouve dans l'œuvre finale. Et c'est là aussi où je pense qu'une adaptation, pour moi, le squelette dont tu parlais, c'est les valeurs ou le message principal qui doit continuer, quoi. Surtout dans une œuvre qui veut être un peu moralisatrice, ou qui veut te montrer un truc, genre, La Belle et la Bête, voilà. C'est effectivement le schéma de La Belle et la Bête, mais tu as aussi des œuvres plus complexes où tu as plus de choses à mener. Je pense que c'est important de les mettre. Surtout une question de message et d'essence du média original. Moi, je dirais vraiment de concept. Il y a le message, mais par exemple, je prends un exemple, quand tu adaptes Sherlock Holmes ou, je sais pas, ou Batman, ou James Bond, tu gardes finalement le concept du personnage et un peu de ses aventures. Mais finalement, tu peux changer énormément de choses en fait. Et finalement, le message, là, il se perd un peu parce que c'est pas une histoire, c'est un concept de personnage en fait. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment garder ce qui a fait l'identité du truc à la base, ce qui le rend singulier quoi, au final, et garder juste ça en fait, et finalement changer à peu près tout le reste au final. Parce que quand j'ai élaboré la question, moi, je pensais surtout, je sais pas pourquoi, aux personnages. Et à leur particularité, leur façon de penser. Et c'est quelque chose, par exemple, quand je vois des films où c'est pas respecté, ça m'embête. Et c'est ça. Je vais encore parler de Suicide Squad, je suis désolée. Mais par exemple, le Joker, pour moi, il n'a pas du tout l'identité... surtout la relation entre le Joker et Harley Quinn, pour moi, elle n'est pas bonne en fait, dans Suicide Squad parce qu'ils n'ont pas la relation de rejet. En fait, quand le Joker court après Harley Quinn, moi, ça me va pas du tout. Et c'est ce problème d'identité de personnage et d'identité dans les relations qu'ils ont qui, moi, m'importait. Après, toute la question du squelette, c'est vrai que l'image du squelette, c'est très, très intéressant. C'est surtout dur de l'extraire, de savoir ce qui est à garder au final. Je pense que on parlait de Valérian, justement. Je pense que c'est un peu... je connais pas l'œuvre originale, mais j'ai l'impression, pour en avoir parlé avec des gens qui lisaient la BD, que c'était un peu le problème. Enfin, un des problèmes, c'est qu'il n'avait pas vraiment gardé, finalement, le truc qui faisait vraiment le charme de Valérian. Il a juste gardé un nom, des designs, des délires, une allure, mais il n'a pas vraiment gardé un peu justement le squelette pour faire autre chose qui aurait pu être bien aussi. Malheureusement, c'est pas terrible non plus, mais voilà, mais pour d'autres raisons. Voilà, mais au final, il n'avait même pas gardé le truc qui était même cool à la base, quoi. Donc au final, tu vas avoir un truc qui s'appelle Valérian sans vraiment avoir ce que tu es venu chercher. Donc je sais pas si je tiens à souligner que la bande dessinée c'était Valérian et Laureline. Voilà, justement, ça va avec ça. En plus, il est sexiste. Typiquement. Voilà. Non, mais voilà, c'est comme si tu avais fait Roméo et Juliette et puis Roméo. Ah, d'accord. En partant sur ce thème de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, à qui les adaptations s'adressent-elles ? Et on partira tout doucement sur pourquoi les fans ne sont jamais contents. Je suis désolé, du coup, je vais arriver un peu vite à un exemple qui va peut-être me mettre en pétard, du coup, mais La Tour Sombre. Tiens, voilà, on sent que dans le film qu'ils ont fait, ils ont voulu s'adresser à tout le monde. Et donc forcément, là, les fans n'ont pas été contents.
parce que du coup, on en met trop, ça va trop vite, il y en a pas assez, enfin il y en a trop et pas assez à la fois. Tu vois, donc c'est, tu vois, il aurait pu très bien essayer de s'adresser à tout le monde et préparer étendre un univers très lentement. Mais il a voulu, en fait, je pense que là, il a voulu faire plaisir un peu à tout le monde, du coup. Donc, on met référence sur référence pour les fans. Si je peux donner un point de détail, mais sur le film, si ceux qui ont lu La Tour Sombre ne voient pas à chaque plan une référence, c'est gerbant, quoi. Je veux dire, voilà. Ce sera la seule méchanceté que je donnerai sur une adaptation. Mais voilà, c'est juste à gerber, quoi, des références partout. Et je m'étais mis à la place d'un spectateur qui ne connaît pas l'univers, et je me suis dit, il y a juste pas assez, quoi, du coup, pour s'intéresser à toute l'ampleur de cet univers-là, quoi. Donc tu vois, c'est là où tu demandes à qui ça s'adresse, du coup, est-ce que c'est aux fans, est-ce que c'est aux spectateurs, ça dépend comment toi tu vas présenter ça, quoi, comment tu as envie d'en parler. Oui, il y a forcément les références pour les fans parce qu'ils se disent ouais, les fans vont comprendre, mais enfin, on se doute qu'à la base c'est quand même pour le grand public. Mais je pense que tu peux t'en sortir même sans ça, en fait, hein, du coup. Sans les références, tu veux dire ? Ouais, sans les références. Oui, forcément, parce que si ça s'adresse pas vraiment. Faire ça de manière subtile. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à faire ça, quoi. Mais par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont lu, je sais pas, j'imagine Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, est-ce que par exemple, Le Seigneur des Anneaux, je sais pas, est-ce que tu t'es senti concerné en regardant Alors, pour moi, là où Le Seigneur des Anneaux est spécial pour moi, c'est que, et là où je rejoins pas forcément ce que vous dites, c'est que pour moi, déjà, c'est des contraintes de production et de qui est à la base sur le projet. Parce que si c'est une grosse maison de production qui décide d'un réalisateur et qui le jette sur un projet d'adaptation, enfin non, là, ce qui était bien avec Peter Jackson, c'est que c'était un fan et que du coup, il avait sa vision de fan, donc il l'a fait en grosse partie pour lui, je pense. Et après, on a mis des choses pour les gens. Mais là où le bas blesse, c'est la franchise de Hobbit, où effectivement, moi, toutes les autoréférences et tout ça étaient à gerber. Et enfin, c'était horrible, quoi. J'ai pas pu. Donc là, pour moi, c'était la différence entre une œuvre de fan, une adaptation de fan qui est Le Seigneur des Anneaux, et une adaptation pour le grand public d'une grosse maison de production. Encore une fois, je vais encore diluer un peu le truc, mais tu parles d'une adaptation de fan. Valérian est une adaptation de fan aussi, oui. Du coup. Mais après, voilà, c'est pas ça qui rend le... Je pense que c'est un piège aussi, justement. Voilà. Je pense qu'il y a le piège du c'est un fan, donc il va forcément faire bien. Justement, je pense qu'il y a les deux exemples, en fait. Il y a les gens qui sont pas du tout fans et qui en font un truc très bien et très pertinent, justement, et vice-versa. C'est comme ceux qui arrivent... j'ai aussi l'exemple des films de Stanley Kubrick qui sont finalement tout le temps des adaptations, en fait, de romans. Et en fait, le truc qui est intéressant avec Kubrick, c'est qu'il bosse déjà directement quand il le peut avec les auteurs. Donc, il fait un scénario qui est finalement assez différent. En fait, il garde un peu le concept de base, mais comme avec il fait un truc Shining. Comme avec Shining. Et au final, il en fait quelque chose d'assez différent que l'auteur ne peut même pas aimer à la base, mais qui est quand même reconnu comme quelque chose de bien. Enfin, c'est-à-dire que je crois que Stephen King avait fini par dire, il avait dit bon, alors c'est pas une bonne adaptation, par contre c'est un bon film. Donc il y a un côté, c'est différent, voilà, donc quelque part c'est pas plus mal, c'est complémentaire, c'est deux choses différentes et bonnes, quoi, en tant que telles, quoi. Mais alors, tiens, ça me fait penser, est-ce que parce qu'on a vu pour ça, enfin Hit, les deux bandes annonces, celle du premier et celle du deuxième, est-ce que on n'aurait pas dans les adaptations des adaptations d'adaptations qui du coup foireraient un peu le média de base? Une espèce de morphing entre remake et adaptation, quoi. Je pense aussi à une autre œuvre, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tous les premiers Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on a l'impression que c'est des adaptations du film d'avant. Du coup, tous les films entre 1912, on va dire, et 1930 sont des adaptations des films précédents. Et pour ça, du coup, j'avais peur. Enfin, ça, de Stephen King, j'avais peur qu'on ait une adaptation qui serait pas forcément... Adaptation de quoi ? Tu parles du téléfilm des années 90 ? Oui. Non, là, ils vont vraiment se baser sur le bouquin. Parce que là, même les plans, quand même des plans, les plans sont presque copier-coller. Non, c'est normal, c'est parce que c'est le bouquin qui est comme ça. Oui, mais t'es pas obligé de la filmer de la même façon. Ah, franchement... Parce que là, tu reprends vraiment le découpage exact, le cadrage exact, c'est quand même effectivement, mais je pense que c'est difficile de faire autrement. Moi, je pense que je vais être déçu, parce que justement, je vais peut-être avoir des relents du film des 90, qui aujourd'hui, bon, du coup, est un peu une blague, quoi, du coup, mais ça dépend. Il est très bien, ce film. Attention. Tim Curry, voilà. Tim Curry, voilà, lui tout seul, il porte tout, quoi. Mais oui, c'est pour ça. Voilà. Mais ouais, effectivement, je sais pas si vous faites référence au plan de l'égout, peut-être. Oui, forcément, qui est la scène entière, mais en fait, c'est bizarre, c'est comme si il y a qu'une seule façon de filmer quelque chose. Non, il y a quand même 1000 façons, quoi. Et là, c'est comme s'ils ont fait,
On suit le mode d'emploi. Je pense que vraiment l'adaptation des années 90 n'était pas si fidèle que ça, quoi. Du coup, je puis très bien le souvenir, du coup, mais là, je pense qu'ils vont vraiment faire attention aux détails. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai vues, du coup, dans la première bande-annonce que j'ai vue, où j'ai reconnu des moments plus intenses, quoi, des Après, trucs assez, on revient toujours à cette insoutenables. question, du coup, ce sera peut-être plus fidèle, mais est-ce que ce sera forcément meilleur que celui Non, des années mais non, 90 Tu vois, c'est toujours je la sais même, pas, j'ai toujours la même peur. chose. Là, c'est ça qui me fait peur. Voilà. Moi. Alors ça, enfin, pardon, du coup, ça va être un peu bizarre, mais c'est là, si ça c'est raté, c'est terrible, quoi. Genre, Stephen King, je vais aller le voir en personne, je vais dire Est-ce que tu as arrête, lu le quoi. livre, du coup Oui, Du coup. oui, je l'ai lu, oui. Et tu as été déçu de celui des années 90 Bah, je l'ai vu d'abord. Je l'ai vu, l'as vu d'abord je devais avoir 6 ans, quoi, tu vois. Donc, l'âge parfait pour être traumatisé, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai demandé à ma sœur, qui a une fille de 8 ans, avec ma nièce de 8 ans, de l'emmener au cinéma pour qu'elle aussi. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, sinon, voilà, merde, quoi. Faut transmettre un peu les traumatismes. Voilà, tu vois. Bon, non, mais bon, ça, pour quitter un peu. Ouais. Cela dit, je suis assez d'accord parce que moi, quand vous parliez de cette adaptation, je pensais à Carrie au bal du diable. Ah, oui. Et donc j'ai vu l'ancienne version, la première de je ne sais plus qui, je sais qui est connu, bref. Brian De Palma. Merci. Et la deuxième qui était juste affreuse. Et donc du coup, je trouve que c'est important de garder les traumatismes dans le sens où le nouveau film est hyper édulcoré, c'est hyper, on va dire, hygiénique. Oui, le dernier qui est sorti. Ouais, c'est ça, sur tout ce qui est de surnaturel, etc. Alors que le premier fout la pétoche de ouf parce que t'es hyper près des gens, t'es hyper près des peaux, tu sens l'atmosphère, c'est glauque. Enfin, et puis l'actrice est absolument formidable comparée à Chloé Moretz, que j'aimais bien avant, mais que je n'aime plus maintenant, et qui joue le rôle de Carrie. Et tout le propos est aussi assez dévié, donc j'ai pas lu le bouquin parce que c'est adapté d'un bouquin aussi, il me semble. Bah, Stephen King. Oui, donc, bah voilà, du coup. Et donc j'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas je me fie juste par rapport au premier film que j'ai vu pour un point de comparaison. Mais moi, entre les deux films, ce que j'ai trouvé dommage justement, c'est ce côté édulcoré on veut montrer du spectacle, alors des objets qui volent, des trucs comme ça, mais le cœur du truc, la tension, tout ce qui est justement rapport au charnel, qui est vachement plus flippant pour une nana qui est en pleine puberté par rapport aux autres, etc. La seconde lecture, coup, et qui passe moins. N'est pas du tout abordé, et je trouve ça con pour les gens d'aujourd'hui, enfin les ados d'aujourd'hui qui vont voir ça, et qui vont voir un film qui fait peur, plus ou moins, mais qui vont pas avoir tout le truc inconscient. Mais tu l'as dit, parce que les ados d'aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a un truc marketing, je pense, derrière, évident, en fait. Donc on revient un peu à la question de à qui on vise, à qui c'est visé, quoi. On veut vendre à plus de gens, donc on va pas limiter le truc à une interdiction quand même. Il faut que les gens qui ont envie d'avoir peur puissent y aller, même s'ils sont un peu jeunes, donc faut pas trop non plus. Et c'est vrai qu'on perd au passage le vrai frisson, quoi, d'un truc un peu plus fort et qui te bouleverse un peu plus, quoi. Mais il y a un truc hyper intéressant justement par rapport à Carrie, justement, en parlant d'adaptation, c'est que j'avais vu une interview de Brian De Palma qui disait qu'il avait changé un truc assez important dans le bouquin. Je vais pas dire ce que c'est, je vais rester assez vague, mais en gros il y a un personnage qui meurt. Il y en a plein dans le film, donc voilà, un personnage qui meurt. Dans le bouquin, c'était assez plat, en fait. C'était plus la mort du personnage qui était importante, plus que la façon dont c'était raconté, ou de la façon dont ça arrivait. Et il a lu ça, il a fait, mais ça va être nul à l'image, ça va être tout pourri, c'est pas du tout cinématographique, quoi. Moi, je vais faire un truc beaucoup plus délirant, machin. Et il a eu raison, parce qu'il en a fait quelque chose, finalement, de plus cinématographique. C'est-à-dire qu'il a vraiment, pour le coup, adapté. Il a pas fait, non, c'est comme le bouquin, il faut faire exactement, parce que c'est écrit comme ça. Non, moi, mon film, il est délirant, il est visuel, il y a des pouvoirs, il y a des trucs. Je veux que cette mort, elle soit plus délirante, et voilà. Je vais rebondir avec une petite phrase de Truffaut, Allez. du coup, parce que on est un peu dans l'intellectuel. Ah bah oui. Qui disait « Seule compte la réussite du film, celle-ci liée exclusivement à la personnalité du metteur en scène. Il n'y a donc ni bonne ni mauvaise adaptation. » Ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à Brian De Palma qui a voulu faire mieux avec Carrie. Enfin, Après, ce passage-là. tu peux avoir Uwe Boll pour adapter ton truc, Oui, et ça sera une merde. Hein. Truffaut connaissait pas Uwe Boll, ok. Et sa personnalité va transparaître. Va vraiment Est-ce qu'on va vraiment parler de Uwe transpirer, Boll ? Si, on doit, parce que justement... Voilà, bonne ou mauvaise, c'est une question de perception après. Oui. Tu vois, Oui, voilà. mais Uwe Boll... Je crois qu'on peut vite tous tomber d'accord hein, sur Bah Uwe c'est ça, Boll. non, c'est qu'à un moment, il y a aussi une question de compétence après, quoi. C'est-à-dire que le mec, ok, il fait des films personnels, mais ils sont pourris, donc... Enfin, je sais pas, ouais. Mais est-ce que c'était bien adapté ? Là est la question. Parce que le film est mauvais, mais est-ce qu'il a respecté l'essence du projet On parle du V-Ball là. Oui. Ça y est, on est foutu.
Non, c'est on une n'est bonne pas question. obligé. Hein. Non, c'est une bonne question parce que je crois que dans ces films, justement, il reprend littéralement des écrans titres, des trucs, tu vois, genre pour faire c'est comme le jeu, donc forcément c'est bien. Et ça suffit pas, évidemment, parce que tout le reste est naze. Et au final, même il a pas compris comme je disais, le squelette, il a même pas compris le squelette de base. Il a pris justement la déco, quoi. Il a pris le vernis en fait, et puis il a fait une espèce de nanar pourri avec, quoi. Je pense que UV Ball, c'est l'exemple pour dire vraiment, c'est le mec à qui on accorde le droit d'adapter des choses dont il ne comprend même pas l'essence, quoi. Tu vois. On va passer à la question qui fâche du coup. Et je vais donner des exemples. Donc pourquoi les fans ne sont jamais contents ? Et en exemple, je prendrai par exemple les fans qui sont pas contents quand ils ont une adaptation, par exemple de Watchmen ou de 300 par Snyder qui est repris case par case parce que c'est trop case par case. Mais ils sont pas contents non plus quand c'est trop libre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas plaire à tout le monde. Parce que bon, déjà on était d'accord à peu près sur le fait qu'à la base ça s'adresse pas vraiment aux fans ou alors effectivement c'est plein de références germantes. Mais du coup qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Parce que c'est quand même eux à la base qui se sentent concernés par ce genre d'adaptation. Quand on fait une adaptation de Warcraft, on ne veut pas forcément s'adresser aux fans de Warcraft, mais eux vont tout de suite aller voir et les producteurs j'imagine qu'ils savent qu'ils vont se faire critiquer là-dessus. Je pense que le vrai fan de toute façon te répondra toujours il faut que tu lises l'œuvre originale, donc oui, à partir de là voilà. Mais je sais pas, voilà, ça revient à pour qui on adapte. Est-ce que c'est pour faire découvrir cette œuvre qui était géniale et qui t'a plu et que t'as envie d'adapter et forcément les fans vont forcément se retrouver là-dedans puisque c'est une adaptation, il va rester des trucs de base. Mais en même temps, il y a des trucs qui vont changer, indubitablement. Là, de toute façon, on touche à la difficulté de l'unanimité, finalement, dans une œuvre à la base, encore plus littéraire, parce que c'est bien connu. Là, je vais dire un truc hyper bateau, encore une fois, c'est que quand on lit un bouquin, effectivement, on se fait soi-même sa mise en scène, on a presque limite une interprétation du personnage. Alors on a des indices de comment il doit être, de comment il doit penser, mais on a quand même une vision de comment ça va être représenté. Et fatalement, une adaptation n'en rendra jamais ça. Alors là, effectivement, c'est une bande dessinée, donc il y a déjà des éléments visuels. Donc là, ce qui colle même pas, je pense, ça doit être du niveau du ton, du montage, ça doit être des trucs encore plus subtils. Où moi, j'imaginais ça plus choc, plus violent, plus réel, machin. Et puis d'un seul coup, ils ont un truc en 3D. Voilà. Enfin, c'est compliqué, mais je pense que par essence, une adaptation pour moi doit être justement pour le public novice, justement. Elle doit découvrir. Ouais, enfin, en premier lieu, en fait, parce que justement, elle doit se suffire à elle-même, en fait. Tu dois pouvoir voir le film sans avoir la notice à côté, genre ah oui, en fait, il fait ça parce que nanana. En fait, il faut vraiment que le film tienne en lui-même, quoi. Et c'est un peu le problème que j'ai avec les adaptations d'Harry Potter, par exemple. Alors, j'ai pas lu Harry Potter sauf un pour essayer, mais je trouve que c'est des films soignés mais pas très réussis justement parce que il manque toujours de plein de choses et de plein d'éléments qui font que moi je les regarde complètement novice et je fais ouais mais j'ai rien compris quand il a fait ça et tout machin et on me dit ah ouais mais c'est normal parce que dans le bouquin il y avait ça nanana mais je me dis mais non c'est pas normal qu'on ait besoin d'un mode d'emploi pour voir un putain de film quoi, ça devrait tenir en soi quoi. Moi-même il y a des choses pour lesquelles je suis fan et que j'aime voir adapter et pour lesquelles je ne suis là je suis tout nu quoi du coup Harry Potter c'était la même chose et mais bon, ça m'a pas empêché d'apprécier la saga cinématographique, quoi, du coup. Il y a des moments, il y a des choses que je comprenais pas, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'handicape, quoi. Du coup, je me dis, j'essaie de le déduire, ou je me dis, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est même quelque chose de fort, du coup, finalement, aussi de réussir à mettre en place des choses sans forcément te lister tout le détail qui va avec. Malheureusement, j'ai plein d'exemples qui me viennent du film de la Tour Sombre, quoi, du coup, mais je peux pas vous les donner, du coup, mais c'est terrible, quoi. Là, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des scènes, en gros, en une phrase, on te donnait des éléments clés qui se développaient sur plusieurs chapitres. Et c'est terrible de faire ça, quoi, du coup, parce que moi, je me mettais à la place d'un spectateur qui disait, attends, ils viennent nous lâcher une grosse info, là, du coup, d'où ça sort, quoi, et il nous manque des choses. Effectivement, tu vois, des fois, ça peut être amené de manière subtile. Tu vois, tu l'as peut-être vu comme ça dans Harry Potter, mais moi, je l'ai pas ressenti, tu vois, du coup. En fait, c'est qu'on est obligé d'enlever des choses, et du coup, parfois, ils gardent des trucs qui vont faire marrer les gens et les fans,
aux dépens d'un truc qui est essentiel à la trame ou un truc comme ça dont tu as besoin, et ils ont fait mais on n'a pas le temps pour ça, alors que non, c'est important quoi. Moi j'ai ressenti ça dans Valérian, tu vois. Il y avait des scènes, tu passais d'un truc à l'autre et j'étais là, attends, le film était trop long, ils ont dû couper des trucs, parce que là, c'est des tableaux. Ouais, c'est ça. Et sinon, pour revenir à ce que tu disais sur justement les cases de BD, etc., je pense qu'effectivement là c'est un problème de montage, parce que vu que c'est super visuel, tu lis pas forcément à la même vitesse, tu reçois pas les mêmes informations avec la même intensité, et justement c'est là... vu que c'est visuel, t'as pas trop d'excuses en termes de rythme. C'est ton gros boulot se situe là-dedans en fait. Si tu choisis d'adapter vraiment la même case. La question que je me posais, c'est quand même, pour ces gens qui ont été justement fans d'un livre ou tout ça, il faut quand même réussir à les contenter sans les faire gerber. Donc à ce moment-là, comment on fait ? Mais quand t'es fan et que tu lis un bouquin que tu vas aimer, tu te dis pas dans 10 ans il va être adapté en film, tu vois. Donc je pense que... c'est un peu idéaliste parce que je suis la première à me plaindre, mais... faut se dire que l'œuvre je la prends telle qu'elle est, et s'il y a une adaptation, tant pis. Par contre, moi en tant que fan, ça va me faire chier quand les gens vont être à fond sur le film qui est nul et qui vont essayer de me faire la leçon sur une œuvre que j'apprécie énormément, tu vois. C'est là où mon ego de fan est blessé, mais sinon... Non, je disais parce qu'on n'a pas parlé du problème inverse où tu as des romans qui sont pas terribles mais qui font des films de ouf. Exemple. Et j'ai des exemples genre Psychose d'Alfred Hitchcock, apparemment. Enfin non, pas apparemment, vraiment. C'est un roman en fait un peu de gare, quoi, pas terrible à la base, quoi. Et il en a fait une espèce de monument, quoi, du cinéma d'horreur, enfin de suspense. Je crois qu'aussi, autre exemple un peu, je crois qu'il y a Drive par exemple, qui est pas un roman terrible et qui est un film que moi j'aime beaucoup, quoi. Et en plus énormément de choses qui ont été rajoutées. Déjà dans le scénario, mais même qui n'étaient même pas dans le scénario, qui ont été rajoutées par le réalisateur. Notamment, je vais rester vague, mais une de mes scènes préférées, la scène de l'ascenseur. La fameuse. Moi, c'est totalement un ajout du réalisateur. Il y avait une scène totalement différente à la base, et il s'est dit, moi, je verrais plus le truc comme ça. Et au final, c'est une des meilleures scènes du film. Donc, faut pas oublier ce truc de... On peut être fan d'une œuvre littéraire et voir un film finalement totalement différent, mais tellement fort cinématographiquement, qu'au final, on dit, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, parce que c'est quand même un bon film, quoi. Et je pense qu'effectivement, le cas des films de Snyder, Watchmen, etc., il y a un peu l'erreur d'essayer de faire « Regardez, c'est comme la BD ». Mais non, en fait, il faudrait que tu fasses un film à partir de ça, en utilisant les outils cinématographiques et pas juste des outils graphiques pour imiter quelque chose qui existe déjà, quoi. Mais peut-être que c'était son challenge à lui, au final, de reprendre ça et d'en faire quelque chose de cinématographique avec son propre... C'est un piège, parce que ça fait un truc entre deux, en fait. Alors moi, j'aime bien quand même ces films, je trouve ça intéressant, mais... au final, ça fait toujours une espèce de pâle copie. En fait, vaut mieux s'en éloigner le plus possible, enfin, selon moi, en tout cas. Du coup, j'avais une question peut-être qui va en fâcher certains, mais est-ce que adapter, c'est une solution de facilité dans le sens où on prend déjà quelque chose qui existe et, entre guillemets, il n'y a plus qu'à le faire ? Oh, c'est pas vrai. Je fais exprès de poser des questions comme ça, d'accord ? Je me casse. Je suis pas forcément d'accord. Mais est-ce que du coup l'adaptation est une solution de facilité à partir du moment où il y a déjà une œuvre existante et qu'il n'y a plus qu'à l'adapter justement ? Non, justement, ça peut être un méga défi, justement. Trouver un moyen de la raconter différemment ou de réussir à faire accepter ta version. C'est pas toujours une solution de facilité dans le sens où, dans le cas des adaptations livres-films, il y a aussi toute la question simplement des images et du son et des sensations qui est tout un défi en soi parce que t'as pas forcément toujours des infos là-dessus dans les écrits et là c'est vraiment au réalisateur de se creuser la tête et de se demander vraiment comment retranscrire ça. Après pour les BD c'est un peu différent parce que t'as quand même des éléments de base sur lequel te reposer, etc. Ou les jeux vidéo encore pire parce que t'as quasiment tout. Mais voilà, il y a quand même un défi. Après c'est aussi une solution de facilité parce que t'as pas effectivement à créer de toute pièce un concept qui est a priori déjà apprécié par une portion de personnes. Du coup, on va passer à la fin de cette discussion et on va passer à la petite question bonus qui n'a rien d'intellectuel. Est-ce que, avant d'aller voir un film, vous préférez lire le livre avant ou après ? Chacun son tour. Alors moi, je ne sais pas lire. D'accord, très bien. Au moins, ça répond à la question. Réglé, voilà. Non, je préfère quand il y a des images, moi. Donc, non, mais je sais pas encore. Je saurais pas te répondre, mais je sais qu'il y a des films qui m'ont donné envie de lire et des livres qui m'ont donné envie de voir quelque chose. La Tour sombre, encore une fois, je reviens, je boucle la boucle. Quelle obsession. Ouais, mais total. Mais la Tour sombre, moi, quand je l'ai lu, j'avais qu'un rêve, c'était de le voir avec
des acteurs qui l'incarnent, le personnage. Je voulais vraiment vivre le truc comme ça, de manière épique, comme Le Seigneur des Anneaux, quoi. C'était une vraie volonté, tu vois. J'ai autant envie de lire un livre après avoir vu une bonne adaptation, enfin, ce que j'estime être une bonne adaptation, et des fois, comme La Tour Sombre ou Ready Player One, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir au cinéma, quoi. Tu vois, c'est ça. Est-ce que t'as pas peur d'être déçu du coup? Totalement, je le sais. Je sais que je serai en partie déçu, mais j'ai une sorte d'indulgence quand même, à part pour La Tour Sombre. Voilà, c'est bon, c'est fini. Mais la plupart du temps, j'essaie d'avoir un peu d'indulgence pour les adaptations, parce que je me dis que la vision de quelqu'un n'est pas pas toujours celle d'un autre, quoi. Donc du coup, j'essaie de comprendre ce qu'on essaie de me servir, quoi, du coup. Petite forme de masochisme aussi. Pourquoi? Ouais, là, oui. On a dit qu'on parlait pas d'adaptation de 50 nuances degrés, ça suffit. Oui, pardon. Voilà, mais bon, non, mais j'essaie de me mettre à la place de la personne qui a tenté de créer avec des contraintes, tu vois, voilà. Je pense que t'as pas forcément le choix. Enfin, je rejoins un peu ce que tu dis dans le sens où il y a des films qui m'ont donné envie de lire pour approfondir l'univers, etc. Mais souvent, je lis des bouquins qui sont adaptés après et c'était pas prévu. Du coup, des fois, je suis un peu deg parce que j'ai pas envie, j'ai envie de garder ça pour moi et tout ça, ou parce que j'ai peur d'être déçue et que. Mais qu'en même temps, il y a des trucs qui vont me plaire. Moi, je dirais, comme je suis particulièrement à la base un cinéphile, j'aurais plus tendance à laisser sa chance au film, à l'adaptation. Donc, je sais très bien que si je lis le bouquin avant, je vais un peu, je vais pas rager, mais je vais être là, je vais chercher la petite bête, je vais machin. Par contre, je vais plus me poser cette question dans le cas d'un remake, par exemple, à voir l'original avant, ou etc. Donc des fois, je me dis, est-ce que je veux laisser la chance au truc, ou est-ce que, au contraire, l'original me semble un peu vieillot et me faisait pas envie, et il faut que je le voie avant, parce qu'après, je vais forcément penser à l'autre. Enfin voilà, ça c'est une autre question, mais dans tous les cas, moi, je privilégie le film parce que j'ai envie de laisser sa chance au film et j'ai envie d'y croire, quoi. Voilà. Sinon, je sais que c'est mort d'avance si je lis le bouquin. Moi, j'ai ce gros problème de vouloir lire ou voir l'œuvre d'origine avant de voir ce qui suit. Le problème, c'est que je rage forcément, mais surtout, tu te coupes de pas mal d'émotions, finalement. Sont pas contents. Mais en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que, par exemple, pour le Hobbit, par exemple, je voulais avoir mon image d'abord. Ou même, je me souviens, il y a plein de livres où ça fait ça. Je me crée, en lisant, en fait, je me fais le film dans la tête, je me mets mes images, je me mets mes personnages. J'ai pas envie qu'on m'impose un acteur ou tel décor ou telle chose. Après, quand je vais voir le film, j'essaye de me détacher et de me dire, c'est beaucoup plus difficile, foutu, mais j'ai pas envie, tu vois, de voir un film et qu'après, en lisant le livre, j'ai les images du film. J'ai envie de créer mon propre univers avec mes propres têtes de personnages et des choses comme ça. Et après, j'essaie de laisser sa chance au film, donc plus ou moins. Mais voilà. Mais il y a des côtés, justement, moi quand j'avais lu Harry Potter du coup, et j'avais vu les films après, et il y avait des scènes où je me les étais imaginées quasiment à l'identique, et j'étais super contente dans ces cas-là, parce que je me disais, oh finesse, ça y est, enfin. Mais d'un autre côté, alors j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je sais que ça m'est arrivé de lire des livres et de voir leur adaptation et me dire, putain, moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais finalement c'est aussi une bonne solution de l'avoir fait, tu vois, et du coup, tu te rends compte d'autres enjeux que toi, tu n'avais pas perçus dans le bouquin et quelqu'un d'autre t'expose. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant. Et pour moi, c'est aussi là, quand l'adaptation est réussie, ce qui te permet de voir une œuvre que tu connais déjà avec un regard différent. Je reviens vite fait sur Harry Potter. C'est que je disais tout à l'heure, justement, que pour moi, ce n'étaient pas des films très réussis, justement, dans la façon de raconter l'histoire, parce qu'ils oubliaient plein d'éléments, voilà. Et qu'ils comptaient sur le fait que les spectateurs aient déjà lu les bouquins pour faire un peu du fanservice ou un truc, une espèce d'illustration de luxe des bouquins. Et justement, j'ai lu un seul des bouquins, presque justement pour faire l'expérience, pour voir, je vais le lire d'abord et voir ce que ça donne. C'était au début, j'avais lu le 2, voilà, genre au pif, sachant que j'ai pas lu le 1. Je ne cherchais pas à comprendre. Et effectivement, j'ai beaucoup plus apprécié le film, alors qu'il n'est pas terrible en soi, enfin, il est pas dingue, mais parce qu'il y avait ce côté, c'est génial, va y avoir la scène où il y a ça, enfin, il y avait ce côté un peu illustration, comme je disais, et tu vas voir, tu vas vérifier un peu la mise en image, la mise en forme du truc que tu ne pouvais qu'imaginer. Et tu es là à faire un peu le corrigé de l'exercice, quoi. Ça c'est bon, ça ils ont oublié, machin, et est-ce que c'est une autre façon d'apprécier les films, mais moi je suis plus j'aime bien être surpris par les événements narratifs pendant le film, parce que je me dis que ça peut être une source d'émotion supplémentaire, quoi. Dernière petite question, encore un peu bonus mais spécial vous, c'est très subjectif. Qu'est-ce que vous aimeriez voir adapté au cinéma, aux jeux vidéo ou ce que vous voulez, mais quel média, quelle histoire vous aimeriez voir Moi, c'est mon numéro 1 de tout ce que je voudrais voir adapté, mais c'est très compliqué. Justement, c'est pour ça que j'aimerais bien voir quelqu'un apporter quelque chose de traduire ça de manière cinématographique.
un jeu vidéo qui s'appelle Braid, donc B-R-A-I-D, qui est pas très connu. Malheureusement, c'est un jeu indépendant qui a été fait par 2 personnes du coup et qui graphiquement est magnifique, mais qui raconte tellement d'histoires en fait. Du coup, c'est un truc très court qui repose sur le gameplay de Mario en fait, tout simplement. Tu sautes sur des créatures, t'avances. Il y a juste une petite particularité, c'est que tu peux manipuler le temps, avancer, reculer, stopper. Et c'est l'histoire toute bête d'un petit gars qui part chercher sa princesse. Mais il y a des sous-couches, il y a une narration. Plus visuellement, on te raconte encore une autre histoire. Dans le gameplay, on te raconte encore une autre histoire. Il y a tellement de couches. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais voir raconter au cinéma, quoi. En fait, j'ai failli me mettre à pleurer devant le jeu. Je voudrais vraiment que ça arrive au cinéma, quoi. C'est une histoire magnifique. Bref. Moi, je pense que, parce que là, je suis en train de les lire, je pense que ça serait Dune, mais du coup, pas au cinéma, en série. Parce qu'en fait, en le relisant, il y a beaucoup de problèmes écologiques qui sont évoqués. Il y a le peuple de base de Dune qui est vachement basé sur la civilisation arabe. Et en fait, il y a aussi des problèmes de pouvoir, etc., de comment on gouverne un peuple, etc. Et finalement, c'est des choses qui sont très actuelles, je trouve. Donc si c'était adapté, mais qu'en plus, on essayait de faire un petit parallèle avec la société d'aujourd'hui, franchement, ça pourrait être génial. Donc, je suis assez curieuse et je pense que c'est clairement des bouquins qui sont adaptables et qui ont un vrai potentiel, notamment pour les séries qui sont un peu en train de prendre le pas sur la cinématographie, on va dire plutôt d'auteurs ou recherchés. Et qui abordent de plus en plus de sujets moins accessibles au final. Oui, et puis dans lesquels on peut se lancer sans perdre trop d'argent aussi. On peut tenter pour une période et... Dune sans argent, ça peut être compliqué. Ouais. C'est vrai, c'est clair. Je verrais bien une vraie adaptation en film, genre bien faite, bien budgétée, etc., de Castlevania, le jeu. Alors, ça vient d'être fait sur Netflix en dessin animé. Donc, il faut que j'y jette un œil, je ne l'ai pas encore fait. Parce que je sais pas, j'ai l'univers de ce jeu, justement les musiques, voilà, je me disais... Ah ouais, en film, ça me plairait vraiment de voir ça, quoi, mais pas fait par UV-Ball, quoi, justement. Enfin, un truc vraiment bien, quoi, et pas en mode fan service, en mode vraiment. En mode Prince of Persia. Ouais, voilà, ouais, parce qu'effectivement, il y en a déjà eu des adaptations de jeux vidéo comme ça en film, mais ouais, bah, si possible, bien faites, quoi. Bah, moi, j'ai déjà eu Alien Isolation, qui pour moi, c'est bon, tout le monde a compris que j'aimais Alien, hein. Donc moi, Alien Isolation, déjà, ça m'a bien satisfait, mais j'ai toujours rêvé, depuis que j'ai lu ce bouquin, de voir l'Attrape-Cœur de Salinger adapté au cinéma, plus en film qu'en série, je pense, parce que je pense que ça vaut le coup de tout avoir d'un coup. Mais c'est le personnage, c'est très affectif, hein, c'est le personnage d'Holden Caulfield qui me touche au plus haut point, et j'ai envie de le voir vivre, en fait. Je me le suis imaginé, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu le livre, je me le suis imaginé, donc j'ai une tête, j'ai des décors et tout ça, mais j'ai envie de le voir et de le voir exister, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous voulez dire une dernière petite chose ou... Oui, oui, j'y ai pensé. C'est une citation de Truffaut qui dit qu'un film se réinvente 3 fois, une fois au scénario, une fois au tournage et une fois au montage. Et du coup, voilà, c'est méta, c'est adaptation d'adaptation. Pas bête, effectivement. Vous avez aussi intelligent ou vous voulez fermer maintenant? Pas de citation, personnellement. Gnorf, Klaatu, Baradadictou, je sais pas. Voilà, s'il faut dire quelque chose impérativement, voilà. Non, t'es pas obligé. Voilà, bon, très bien. Ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, merci à vous de regarder. Et encore une fois, merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille et qui sue parce qu'il fait chaud. Et encore une fois, merci énormément à l'Extra Life qui nous donne du temps et des locaux pour tourner cette émission avec un joli décor. Donc on parlait de l'adaptation, on a parlé de facilité d'adaptation et on ne s'est pas demandé si l'adaptation du coup était originale. Mais nous n'allons pas en parler maintenant, car l'originalité sera le sujet de mon prochain Talking Stage. Donc merci beaucoup et ciao les monstres!